Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Francis Gosselin à l'antenne. Malheureusement, notre ami et collègue Philippe Richard Bertrand n'est pas avec nous cette semaine. Je vais donc devoir vous livrer quelques petites actualités en solo. Un Bernard de Rome plus jeune, plus échevelé peut-être. Quelques nouvelles en rafale. Les Québécois, sans grande surprise, très insatisfaits des services publics. C'est un sondage Somme La Presse qui a été diffusé plus tôt cette semaine qui montre en fait que les Québécois non seulement sont insatisfaits de la qualité des services, mais le sont de plus en plus. C'est vraiment une triste affaire. Puis bon, on rang des services là, qui sont les plus insatisfaisants. Le logement, évidemment, logement social, qui est en partie une responsabilité étatique. Les routes et les infrastructures, la santé. Les garderies scorent un petit peu mieux que la moyenne à 6 sur 10. On s'entend que c'était à peine la note de passage. Ce que disent les répondants au sondage, en fait, c'est que selon la majorité, la CAQ ne serait pas à la hauteur. Du moins, c'est ce qu'a titré la presse. Et ce qui est vraiment drôle pour moi, je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire ce texte, cet article, donc qui résume le sondage, mais on a demandé aux répondants qui était le meilleur parti pour gérer les finances. Le Parti québécois arrive en tête à 21%, le Parti libéral à 13%, le Parti conservateur à 12%. La coalition Avenir Québec ne ramasse que 10% et Québec solidaire arrive bon dernier à 9%. Mais ce qui est assez drôle, c'est que les gens ont dit « je ne sais pas » à 35%. Donc, personne est la meilleure option que n'importe lequel de ces partis. C'est quand même un petit peu drôle. Et ensuite, on a demandé qu'est-ce qu'on devrait faire. Ben, réduire les dépenses de l'État et ce qui fait évidemment le plus grande unanimité, ce qui est un peu paradoxal. On est insatisfait des services et on dit qu'il faut couper. 70% des gens disent qu'il faut couper donc dans les services publics. Et à l'autre extrême du spectre, on a demandé est-ce qu'il faut augmenter les impôts des particuliers pour pallier donc à cette insatisfaction. 68% des répondants disent que non. Donc c'est vraiment deux portraits très opposés. Toujours dans l'actualité, les grands patrons d'Hydro-Québec se mérite une belle augmentation de 28%. C'est quand même un petit peu indécent, je vous dirais, alors qu'il y a notamment négociation avec le syndicat d'Hydro-Québec qu'on va probablement offrir quelque chose comme 3 ou 4%, de voir que les grands patrons se donnent presque un tiers d'augmentation. C'est quand même un peu fou. Pas comme si non plus ils partaient là, de rien. Donc encore une fois, on sent là, une toujours plus grande déconnexion des élites là, au sein de la fonction publique québécoise des rôles et responsabilités que sont ceux d'un travailleur, d'un gestionnaire de l'État, mais aussi une absence là, de contrôle au niveau de la gouvernance. On se demande évidemment pourquoi il y a des conseils d'administration si on est à ce point incapable de mettre différentes formes de contrôle sur la rémunération des dirigeants. Toujours dans les hautes sphères de la finance, Seven & I, la maison mère de 7-Eleven, qui possède plusieurs milliers de points de vente au Japon, est de retour dans l'actualité québécoise canadienne. Pourquoi? Parce que 7-I, suite à l'échec là, des premières négociations avec Couche-Tard, avait entrepris de négocier avec une entreprise sœur japonaise et apparemment, là, selon ce qui a été publié par différents médias, il ne se serait pas entendu, non pas sur la valeur économique ou les prix, mais sur la composition du CA. Donc évidemment, beaucoup d'ego, j'imagine, beaucoup de jeux d'influence au sein là, de l'élite japonaise, et donc on ne se serait pas entendu sur comment justement la répartition des rôles et responsabilités entre l'acquéreur et 7-Eleven se serait fait. Et donc ça rouvre la porte pour Couche-Tard. Faut dire aussi que suite à l'annonce là, de l'échec des négociations entre 7-Eleven et ce partenaire, le prix de l'action de 7-Eleven
a chuté donnant une valorisation boursière autour de 38 milliards de dollars canadiens, alors que l'offre de Couche-Tard est de 48 milliards. Donc, c'est quand même une prime très intéressante. Ça ne serait pas surprenant que les actionnaires là, se manifestent pour essayer de faire passer cette affaire-là. Ça reste que Couche-Tard reste très impopulaire. C'est un acteur occidental nord-américain qui vient mettre la main sur les joyaux de la couronne. Et pour ceux et celles qui expriment un certain scepticisme, il faut dire que 7&I, les 7-Eleven au Japon, ça n'a rien à voir avec les dépanneurs du Québec. C'est des endroits de proximité où on connaît ses clients, où il y a quand même une forme de noblesse. On fournit des services à haute valeur ajoutée, des produits et des biens assez haut de gamme. Donc, on est loin, là, comme je l'ai raconté à Mario Dumont plus tôt cette semaine, là, du sac de chips et de la caisse de 24 Budweiser. Là. C'est pas tout à fait la même expérience. Ensuite, ben, évidemment, vous l'avez certainement vu et entendu, il y a des histoires de tarifs actuellement qui vont et viennent à chaque mois. On repousse toujours de 30 jours. Je ne comprends pas, comme vous, là, d'ailleurs, la logique derrière ça. Soit on les met, soit on les met pas, mais cette idée de renouveler la crisette là, tous les mois est un peu absurde. Et donc, ça a amené, évidemment, beaucoup d'hésitation, beaucoup d'incertitudes sur les marchés. Il y a de nombreux rapports là, très accablants qui sont publiés là, à gauche et à droite. Les marchés boursiers, le S&P 500, le Dow Jones, le Nasdaq, a eu sa pire semaine depuis très, très longtemps cette semaine. Le titre de Tesla, là, qui faisait à un moment partie de ce qu'on appelait les Magnific 7, là, les Magnificent 7, est en chute libre. L'action a perdu 43% de sa valeur depuis le 24 décembre dernier. Et ce n'est pas les seuls. Plusieurs autres titres se sont fait bien rabâcher. La défense américaine n'est pas en très bonne posture. Et ça, c'est intéressant, évidemment, parce que, bon, derrière tous les simagrées de Donald Trump là, autour de l'Ukraine, il faut savoir qu'une grosse partie de l'aide qui était fournie à l'Ukraine revenait aux États-Unis via l'achat de matériel militaire. Et donc là, en coupant l'aide, ben, on coupe des ventes à ces grands acteurs, que ce soit General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman. Et donc, ces titres-là ont été quand même bien affectés à la baisse ces derniers jours où on fait du surplace. Parallèlement, en Europe, où on a annoncé un possible plan de 1,2 billion de dollars, 1200 milliards de dollars pour augmenter la capacité de défense européenne, ben, les titres des grands acteurs comme Thales, etc. et d'autres ont pris, dans certains cas, 10-12% dans la dernière semaine. Donc, franchement, Trump, auto-pelure de bananise, comme on le dit, sa propre nation. Les tarifs, évidemment, contre-tarifs qui ont été annoncés par le Canada, sont certainement un peu négligeables, mais montrent quand même une relation là, qui est très tendue. Et puis, ça affecte certains titres très particulièrement. Le domaine de l'automobile, qui a d'abord été inclus puis exclu, mais beaucoup d'incertitudes. Là. Les chaînes de valeur, on le sait, de l'automobile entre le Mexique, le Canada et les États-Unis sont hautement intégrées. Si on devait arrêter la capacité de s'échanger librement là, les pièces et les produits semi-finis, ça grèverait là, très sévèrement cette industrie. Là. Une autre qui est sortie dans ma revue de presse, c'est le marché de l'alcool fort. Là, notamment, il y a cette association des distilleurs du Kentucky qui a fait une annonce qu'ils ont publiée sur le réseau social X et qui a entraîné une série presque infinie de commentaires en disant « Arrêtez de vous plaindre et écrivez à votre président, c'est lui l'imbécile ». Les commentaires proviennent autant des États-Unis que du Canada. J'ai fait ma petite recherche et donc on voit là, que ces acteurs-là, évidemment, qui avaient des très, très gros clients, la LCBO, la SAQ, se retrouvent un peu le bec à l'eau là, face à l'arrêt des commandes là, en provenance du Canada. Donc, c'est des mesures ciblées qu'on a choisies au Canada dans un premier temps. Elles semblent fonctionner. Comme je l'ai dit sur toutes les tribunes, je ne suis pas particulièrement favorable aux contre-tarifs, mais il faut voir que dans l'acte de négociation, de manière temporaire, ça semble fonctionner. Et je termine en vous parlant d'une entente de principe qui serait survenue dans la construction. C'est quand même surprenant pour moi parce que, évidemment, la convention collective là, dans le domaine de la construction arrivait à échéance à la fin avril, ce qui veut dire que
plus d'un mois à l'avance, on aurait une entente de principe sur les salaires, là, notamment, qui était, ce que je comprends, la partie la plus importante là, de la négociation cette année. La convention collective là, qui serait renouvelée pour une période de 4 ans donnerait droit à des augmentations de 22% en moyenne au travers de la construction. C'est énorme et c'est 8% dès la première année. Il faut dire que la dernière convention collective a un peu passé tout droit là, de la période inflationniste, donc il y a quand même un effet de rattrapage là, qui va se faire de ce côté-là. J'en ai parlé évidemment avec plusieurs acteurs du domaine. Certains craignent que tout ça s'amène à de l'inflation dans le domaine de la construction alors que les prix sont déjà pas mal élevés. Je voudrais quand même rappeler que les travailleurs, la portion ressources humaines, ce n'est qu'une composante là, des coûts. Et donc, oui, une augmentation de 22%, ça va se rajouter là, à l'ensemble des coûts, mais il y a plusieurs autres facteurs, dont le coût de la machinerie, dont l'automatisation, dont le coût des matériaux, dont l'organisation de l'industrie qui pourrait éventuellement mener même à des baisses de coûts, baisses de prix dans la construction. Donc, il y a plusieurs autres endroits où jeter notre regard. Bref, c'est notre revue d'actualité. Aujourd'hui, à l'émission, on commence justement en parlant de tarifs. J'ai un invité qui va venir nous exposer là, les raisons pour lesquelles on ne devrait pas imposer de contre-tarifs. C'est dans le cadre d'une étude de l'Institut économique de Montréal qui a été publiée pour essayer de décortiquer l'impact que ça aura, ces contre-tarifs, sur les Canadiens. On enchaîne avec 2 jeunes entrepreneurs qui, à 17 ans, ont lancé une entreprise dans le domaine alimentaire et qui, 3 ans plus tard, connaissent quand même un beau succès de Montréal à Sherbrooke. Et on termine avec l'exploit un peu extraordinaire, un peu fou d'un entrepreneur dans le domaine immobilier qui a couru de Montréal à Québec sans s'arrêter pendant 56 heures continues. Merci d'être à l'écoute. On se retrouve dès la semaine prochaine, en fait dans un instant, mais aussi la semaine prochaine. Si vous avez des questions, commentaires, des idées d'invités, n'hésitez pas à nous les envoyer. Philippe sera de retour, comme d'habitude, la semaine prochaine. Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. Ce serait difficile de faire le balado cette semaine sans parler de tarifs. Avez-vous entendu parler de tarifs à la maison? Moi, j'ai beaucoup entendu parler de tarifs. J'ai beaucoup parlé de tarifs. Je suis un peu tanné, honnêtement, de parler de tarifs. Semble qu'au moment d'enregistrer ce balado, il y aurait eu un dernier sursis et une autre prolongation de 30 jours. Mais de combien de 30 jours allons-nous avoir besoin avant d'arriver au terme de ce délire? Et dans le contexte, évidemment, je suis toujours à la recherche de réflexions un petit peu plus approfondies sur la chose. J'ai moi-même donné mon avis abondamment avec Richard Martineau notamment sur le fait que d'imposer des contre-tarifs n'était pas nécessairement la meilleure idée. Il y a l'Institut économique de Montréal qui a fait un texte un peu en ce sens. Là, je l'ai parcouru rapidement, mais j'ai le plaisir d'accueillir Gabriel Giguère, qui est analyste senior en politique publique à l'IADM, pour nous parler un petit peu de tarifs. Salut Gabriel. Bonjour. On a eu la chance de se parler, toi et moi, en ondes live. C'est la première fois que je pense que tu viens au balado, par contre. Exactement, puis c'est un plaisir. Donc, bienvenue. On a le temps, ce qui est quand même un luxe rare aujourd'hui. Donc, peux-tu peut-être rapidement nous expliquer là, quelle est votre posture là, que vous défendez dans le cadre du papier? OK, donc, il y a, plus largement, on a les tarifs douaniers, on a plusieurs postures, mais pour la dernière étude qu'on a produite sur la question, on entend beaucoup parler de la nécessité de répondre avec des tarifs au Canada, qui, comme tu l'as dit d'ailleurs plusieurs fois, est pour moi une mauvaise approche parce qu'au final, on vient pénaliser notre population en imposant une forme de taxe à la consommation parce que les entreprises vont payer des tarifs et à toute fin pratique, il va y avoir une partie au minimum qui va être refilé aux consommateurs. Donc, ce qu'on dit essentiellement dans le papier, c'est n'allons pas dans cette direction-là, prenons complètement l'approche inverse, qui est essentiellement de dire allons de l'avant de façon unilatérale pour réduire nos barrières au commerce international. On entend beaucoup interprovincial, maintenant on parle d'international. Parce que, essentiellement, aujourd'hui, le Canada en a des barrières au commerce international, que ce soit pour les investissements, que ce soit des quotas dans le secteur laitier. De pouvoir abandonner ce type de barrière-là permettrait d'augmenter la prospérité canadienne. Évidemment, je peux pas m'empêcher de réagir à ça parce que, deux choses. La première, je suis moi-même assez partisan de cette idée de ne pas imposer de contre-tarifs. Ce que tu dis, je crois, est vrai. C'est vrai notamment si les tarifs se maintiennent. Dans le sens où si M. Trump voulait vraiment mettre des tarifs de 25% et vraiment le faire, ce qui semble
de moins en moins être sa véritable intention, de mettre des contre-tarifs durables, ce serait une mauvaise idée. On est d'accord là-dessus. Les économistes sont pas mal tous d'accord là-dessus. Par contre, en termes de négociation, the art of the deal, là, en termes de négociation, force est d'admettre, là, puis à la lumière des événements des derniers jours, que notre réaction a quand même été suffisamment provocatrice pour engendrer un... Donc, est-ce que comme levier temporaire, tu penses qu'il faudrait néanmoins éliminer... tu enlèverais ça même de notre jeu de cartes, Gabriel? Ouais. Ben en fait, je pense que les contre-tarifs du gouvernement du Canada, c'est une mauvaise approche de politique. Après, je vous avoue qu'en matière là, de stratégie, de fines stratégies, je suis encore pas persuadé, en toute franchise. Il faut juste penser quand même que la dépendance du Canada pour le marché américain est énorme. Ouais. Quand on regarde les chiffres sur Statistique Canada en matière de valeur d'exportation au Canada en 2023, on a exporté 77% de l'ensemble des exportations aux États-Unis. Quand on regarde de l'autre côté, on entend beaucoup que le Canada, c'est l'endroit où les États-Unis ont le plus exporté, ce qui est vrai, mais ça ne représente que 17% de l'ensemble de leur exportation. Quand on regarde ça, on comprend qu'il y a une asymétrie dans la dépendance et donc de dire de l'avant, moi je vais répondre avec des tarifs parce que Donald Trump nous donne des tarifs, ça me semble bien mauvais comme politique économique. D'ailleurs, faut bien comprendre quelque chose qui me fait un peu sourire. Dès la première menace de tarifs douaniers, on entendait le gouvernement libéral de Justin Trudeau, comme Pierre Poilievre, comme le gouvernement Legault et les autres gouvernements nous expliquer très très bien c'est quoi un tarif douanier. Il nous disait, si Donald Trump va de l'avant, c'est très clair, c'est la population américaine qui va payer. Il l'expliquait tous très bien. Ouais. C'était magnifique. Le seul problème, c'est qu'on oublie que les mêmes causes engendrent les mêmes effets. À l'inverse, quand on impose des contre-tarifs. Mais voilà. Bon, ceci dit, un des commentaires qui m'a été le plus fait, là, puis encore une fois, je veux pas, je comprends là, d'où viennent ces gens-là, mais c'est de dire, un bully nous attaque, là, quelqu'un te gifle, la réaction que vous proposez là, à l'IADM et que j'ai moi-même défendu, c'est de tendre l'autre joue. Là. C'est comme une forme de, tu sais, c'est de mettre le genou par terre. Là, non, mais encore une fois, et je trouve que cet argument-là, symboliquement, est pas dénué de valeur. C'est-à-dire, tu sais, quand tu te fais attaquer, ben, il faut contre-attaquer, là. Tu comprends? Je veux dire, il faut dire de quoi, non? Mais comment traites-tu la symbolique de l'affaire dans la réflexion économique? Ben là, on comprend que ça peut être intéressant de voir les biceps politiques de Justin Trudeau, hein. On retombe un petit peu dans le Justin Trudeau du match de boxe. Le problème, c'est qu'avec ce type du début. Le problème, c'est qu'avec ce type de politique économique-là, c'est les Canadiens qui se retrouvent avec l'œil au beurre noir. Et je suis pas sûr que c'est la bonne approche. Je pense en fait qu'on a de l'air beaucoup plus fort en disant, regarde là, je vois votre politique économique qui est une très mauvaise politique. Si je fais la même chose, on perd. Je vais ouvrir mes barrières à l'ensemble du commerce international. Je vais m'assurer de la prospérité parce que dans l'étude, ce qu'on regardait quand même, c'était que si on retire l'ensemble de nos barrières au commerce international, ça augmente le PIB de 1,6 points de pourcentage. C'est quand même plusieurs dizaines de milliards de dollars au Canada. Ça réduit les niveaux de prix de 1,5 points de pourcentage, ce qui est non négligeable dans un contexte quand même où on a connu beaucoup d'inflation, avec un pic aux alentours de 7% en juin 2022. Je pense que la population canadienne pourrait en profiter. Et d'ailleurs, dans les années 80-90, c'est comme ça aussi que les pays en voie de développement, évidemment, je suis pas en train de dire que le Canada est un pays en voie de développement, soyons clairs, mais c'est comme ça qu'ils sont allés de l'avant dans l'ouverture au monde, dans le commerce. C'est beaucoup plus dans l'unilatéral que dans le bilatéral. Donc, un Canada qui va de l'avant de cette façon-là, je pense que c'est une belle façon de non pas s'agenouiller devant Monsieur Trump, mais plutôt de s'assurer d'une vigueur économique. Puis je pense que c'est par la prospérité des Canadiens puis des Canadiennes qu'on s'assure d'être fort devant Monsieur Trump. C'est assurément. Ceci dit, j'ai aussi écrit un texte dans le Journal de Montréal concernant spécifiquement le domaine de l'automobile où je rappelais un peu la théorie des avantages comparatifs de Ricardo. Mais il y a quand même cette idée que quand tu enlèves des barrières, là, puis à la limite des tarifs ou peu importe, là, puis bon, c'est ce que vous proposez de faire à l'international, indépendamment de la situation américaine actuelle d'ailleurs, mais les gains ne sont pas distribués également. Dans l'ensemble, on gagne, mais il y a des perdants. Notamment, là, si on ne protège plus certaines industries, ben, ces industries-là perdent. Donc, même si dans l'ensemble, le pays est plus prospère, il y a quand même des perdants nets qui sont moins perdants que les gagnants gagnent. Mais encore une fois, comment réfléchis-tu à cette question-là? Je veux dire, puis bon, vite, on peut penser au domaine de l'agriculture. Là, la gestion de l'offre. Que tous les pays du monde protègent, ceci dit, hein, ou presque. Là, je veux dire, c'est assez rare les pays qui sont comme libéralisés complètement. On va aucunement protéger notre agriculture nationale. Tous les
pays ont différentes formes de subventions, de barrières, de tarifs, etc. Comment réfléchis-tu à ça, justement? Puis, tu sais, sans être moi-même un grand partisan de la gestion de l'offre, force est d'admettre que ces derniers jours, notamment, quand on compare la variation des prix aux États-Unis versus le Canada, ce système-là, même s'il nous fait payer un peu plus cher, assure une stabilité des prix, alors qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de volatilité dans la tarification alimentaire. J'aimerais un peu t'entendre, là, justement, comme que si demain on enlevait ça, il y aurait des perdants. Là, on n'a pas le choix de se poser cette question-là, Francis. Puis quand moi je regarde à l'international, ce qui est intéressant, c'est de voir des cas comme l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande, qui avait dans les années 80 un modèle un schéma assez similaire à celui du Canada, là, des quotas, tout ça, comme vraiment la gestion de l'offre. Et ce qu'on a vu, c'est vraiment une libéralisation du secteur. Quand on prend la Nouvelle-Zélande, t'avais plus de 90% de ce qui était produit était consommé en Nouvelle-Zélande. Évidemment que dans la libéralisation, il y en a qui ont perdu leur job, il y en a qui ont perdu leur ferme, mais il y en a plusieurs aussi qui ont été capables d'augmenter rapidement la production et c'est devenu des exportateurs nets de lait de beaucoup. Alors, je trouve ça intéressant de voir que quand on regarde dans d'autres secteurs, là, on est des exportateurs nets au Québec de produits agricoles, mais au niveau du lait, on est vraiment un système protectionniste qui me semble archaïque. Là. C'est commencé dans les années 60-70, cette bébelle-là de la gestion de l'offre. Je pense qu'aujourd'hui, on serait mûr pour, on serait mûr pour simplement libéraliser le secteur. Est-ce qu'il va y avoir des agriculteurs qui vont avoir de la difficulté? Oui. Est-ce qu'il va y avoir des agriculteurs qui vont pouvoir saisir cette opportunité-là pour investir davantage parce qu'on va avoir un développement de marché? Oui, aussi. Je pense que oui. Certains diront que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'est un petit peu plus isolé du point de vue géographique. Nous, on a cet avantage et cet inconvénient d'avoir un Goliath à nos portes. Tu sais, l'asymétrie, tu l'as dit, il y a une asymétrie, notamment dans l'échange, mais si demain matin, les Américains arrivaient ici avec leurs œufs, avec leur lait, ils ont le gros bout du bâton, là, je veux dire ça comme ça. Hein? On n'est pas isolés comme les Néo-Zélandais là, du reste de la planète. Là. Je comprends ça, mais je pense qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, il y a quand même plusieurs autres pays qui pourraient envoyer le lait en Nouvelle-Zélande. Là. Il y a deux éléments qu'il faut dire là-dessus. La première des choses, c'est qu'on augmente la concurrence. Si on augmente la concurrence, on augmente également la nécessité d'innover pour nos entreprises d'ici, puis je pense que c'est une bonne chose parce qu'au final, c'est le consommateur. Là, on a parlé beaucoup des entreprises, mais on n'a pas parlé du consommateur dans tout ça. C'est quoi la gestion de l'offre? Quand on avait fait des analyses il y a quelques années, on voyait que le ménage moyen payait environ 444 $ de plus par année à cause de la gestion de l'offre au Canada quand on comparait les prix aux États-Unis. Évidemment, tu peux me parler des œufs aujourd'hui à l'heure où on se parle, mais en règle générale, ce qu'on constatait, c'est que c'était quand même bien moins cher aux États-Unis. J'aime mieux le prix des œufs ici qu'aux États-Unis ces derniers jours. Hein? Je comprends, mais le prix du lait, par contre, c'est autre chose. Si vous êtes des mangeurs de céréales, ça vaut la peine. Mais le point étant que 440 $, ça fait une différence sur le budget des familles. C'est quand même quelques dizaines de dollars par semaine. Moi, je pense, ou plutôt 10 $ par semaine environ, mais c'est que ça s'accumule et je pense que c'est le genre de barrière protectionniste qui est la gestion de l'offre qui vient réduire la qualité de vie des consommateurs. Il me reste deux questions. Tu as évoqué rapidement les barrières interprovinciales. Ouais. On peut-tu en parler? Je sais que c'est pas l'objet, mais bon, puisqu'on est un peu sur cet univers-là. Il y a eu cette semaine là, une annonce des différents premiers ministres et des ministres de l'économie, etc., disant nous allons régler cette question-là des barrières interprovinciales. Et j'ai été quand même un peu sceptique, je t'avouerais, Gabriel, parce que ultimement, la gestion de l'offre, personne ne veut la remettre en cause, là, en dépit de ce que tu dis dans les faits, realpolitik, là, personne ne veut faire ça. Le dernier qui l'a fait au Canada, c'est Maxime Bernier. Paix à son âme. Il n'est plus là pour en parler. Les métiers de la construction au Québec, c'est intouchable. Tout ce qui est régi par un ordre professionnel, c'est-à-dire beaucoup de monde. Là, je veux dire, les inhalothérapeutes ont un ordre professionnel, c'est dire... la protection de la langue française, faut pas l'oublier. On est ici dans une société distincte. La fiscalité des entreprises n'est pas vraiment évoquée. La présence de 2 agences de revenus au Québec non plus. Tu vois où je vais en venir. Ouais. Qu'est-ce qui reste à enlever comme barrière interprovinciale finalement? La taille des pneus des camions? Ce serait pas fou quand même de s'assurer d'une harmonisation. Puis ça fait partie quand même des projets pilotes. J'ai juste l'impression que c'est marginal. Puis tout ce que je viens de te dire, là, moi je suis favorable à ce qu'on remette ça en cause, mais de facto, genre, je te le dis, puis je pourrais avoir des amis en Ontario, en Alberta,
on va pas toucher à ces choses-là. Donc, on veut enlever les barrières interprovinciales, mais finalement, j'ai l'impression que c'est comme la fleur de sel des barrières. Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. C'est qu'on se concentre beaucoup sur l'accord de libre-échange canadien qui vient codifier certaines barrières. Est-ce que c'est lié à la gestion d'offres? Pas nécessairement, non. Mais ça reste une barrière en tant que telle. Quand on regarde la déclaration commune d'hier, qui a été envoyé par le ministre, en fait, le gouvernement fédéral, c'était, on vient de se rencontrer, les premiers ministres des provinces. Ouais, tous les premiers ministres ont répété un peu la même affirmation. C'est toute la même chanson. Okay. Moi, ce qui me dérange ici, c'est qu'on a beaucoup de discours. Oui, il y a une volonté vers le fait de diminuer les barrières, puis je pense que on l'entend de plus en plus dans l'espace public. Mais au Québec, j'ai l'impression qu'on veut plus justifier l'inaction que de justifier pourquoi il faudrait diminuer les barrières au commerce interprovincial. Un bon exemple de ça, d'action, hein, parce que là, on dit beaucoup, c'est juste du discours politique, puis c'est pas tout à fait faux, mais un bon exemple, c'est le premier ministre de la Nouvelle-Écosse. Tim Houston, lui, ce qu'il a fait la semaine dernière, il s'est dit, regarde, moi, je dépose un projet de loi. Puis le projet de loi dit, pour tous les provinces qui vont déposer le même projet de loi, j'ouvre la mobilité des travailleurs, j'assure une reconnaissance des standards des autres provinces, puis j'abolis à toute fin pratique pour cette province-là les barrières qui restent dans l'accord de libre-échange canadien. Ça me semble être une approche intéressante. Est-ce que ça va jusqu'à retirer la gestion de l'offre? Évidemment que non. Est-ce qu'il va être réélu? Alors, est-ce que les autres premiers ministres vont suivre? Parce que le gouvernement Legault a rien dit à cet égard. On a déjà Doug Ford qui a dit, je vais regarder le projet de loi, je vais y penser. On va regarder ça. Mais là, on se dit, c'est beau les grands principes, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Je vois pas grand-chose. Il y a un ami à moi, un contact LinkedIn, là, Yannick Guillemette, qui a fait un statut sur LinkedIn cette semaine qui m'a bien fait rire. Il dit « Le Canada sait depuis des mois que des tarifs douaniers seront imposés. Voici la liste exhaustive de toutes les formalités administratives supprimées par les libéraux canadiens, on pourrait dire les caquistes aussi, pour accélérer les projets démarrés et les capitaux arrêtés. 2 points. » Et là, c'est blanc. Ça fait 4 mois qu'on le sait. Rien, tout ce qu'on a dit, c'est qu'on allait dépenser de l'argent, faire des nouveaux programmes, signer des chèques, etc. C'est effectivement un petit peu particulier. Je te posais quand même la question, on finit là-dessus, mais c'est beau là, la théorie. Là, on est des êtres économiques, toi et moi, qui s'intéressent beaucoup aux politiques publiques, mais justement, il y a quand même, on dit ça, on fait des papiers, là, il faudrait que... Parlons un peu là, de la perception publique et politique. À la fin, j'ai quand même le sentiment actuellement que les politiciens sont récompensés pour signer des chèques et pénalisés s'ils remettent en question le statu quo. Si tu étais demain matin élu premier ministre ou ministre des Finances et de l'Économie, Gabriel, qu'est-ce que... Concrètement, là, en souhaitant être réélu, là, penses-tu qu'il y a vraiment de la marge de manœuvre pour se dire les vraies choses? Là? C'est parce que le ministre de l'économie, là, je parle pas juste de Pierre Fitzgibbon, quand tu donnes un chèque, t'es toujours dans les médias. Fréchette, c'est magnifique. Maintenant. Fréchette, Madame Fréchette, t'es toujours dans les médias parce que tu donnes toujours des chèques. À un moment donné, il faut arrêter de penser à sa réélection puis il faut penser ce qui est bon pour les Québécois puis les Québécoises. Je pense que le fardeau fiscal, quand tu compares ça au Québec par rapport aux autres provinces, ta pression fiscale qui est presque à 40% de ton PIB par rapport aux autres provinces, il y en a certaines qui sont en bas de 30%. C'est pas sérieux, là. Je pense que le gouvernement, ce qu'il doit faire, à l'heure où on se parle, là, il y a 3 choses. D'arrêter de faire du discours puis de vraiment s'attaquer aux barrières interprovinciales. Est-ce que ça va remplacer le marché de 380 millions d'habitants américains? Bien sûr que non, mais ça va réduire l'impact. L'autre chose qu'il faut faire, réduire la pression fiscale au Québec, ça me semble évident. Plutôt que d'envoyer des chèques à ceux qu'on décide de sauver, ceux qu'on n'est pas sûr, ceux que peut-être, de se dire, regarde, je vais m'assurer de laisser souffler les entrepreneurs qui vont pouvoir nous envoyer moins d'argent d'une part, puis ensuite de ça, de s'assurer d'un terrain de jeu intéressant puis attractif. Puis finalement, le cadre réglementaire au Québec, comment on peut faire des grands projets? C'est très complexe. Gabriel Giguère, tu es analyste senior en politique publique à l'IADM. Merci beaucoup de cette conversation intéressante. Évidemment, on va continuer à suivre la question des tarifs avec le plus grand intérêt et la plus grande attention. Merci. Merci. Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Un son monétaire en stéréo. Prends pas ça pour du cash. On enchaîne avec nos invités suivants. Il s'agit de Maïka Allard et Hugo Paiement qui sont entrepreneurs, propriétaires d'une entreprise qui s'appelle Allard Traiteur. Allard, Maïka. Alors, Maïka Allard. C'est un rapport, ouais. Vaguement. Vous avez donc lancé une entreprise. Vous êtes jeune, si j'ai bien compris, moins de 18 ans. Oui, c'est ça. Fait que tous les deux, on a 20 ans. Vous avez 20 ans, mais l'entreprise existe depuis quelques années maintenant. Dans le fond, moi, j'ai débuté à 17 ans. OK. Puis, ça s'est déroulé. J'ai pris le relais à l'âge de 19 ans pour rendre ça sur la scène sur la rive sud, là, toucher plus de gens. Et puis, on a augmenté la cadence de roulement. Et puis, on a mis ça sur un piédestal de plus. OK.
Et là, on se concentre relativement là, de Montréal jusqu'à Sherbrooke. OK, donc vous opérez un traiteur, essentiellement. Ça veut dire que vous faites à manger. C'est ça. Pour qui? Comment? Est-ce qu'on peut acheter ça à l'épicerie? Est-ce que vous faites juste des événements? Comment? C'est quoi un peu votre marché cible? Comment ça fonctionne? Nous, on priorise toujours dorénavant là, tout ce qui est traiteur, c'est le business, là, le B2B qu'on connaît tous. Et puis, c'est essentiellement nos plus grands clients. Puis par la suite, en ouvrant également un café là, libre à tous, on touche aussi le particulier. Okay. C'est ça, parce qu'on a un traiteur qui est comme corporatif, événement, mais on a aussi un point de vente qui est une boutique gourmande. Donc, avec des choses un peu plus recherchées comme nos cupcakes, desserts. On peut en voir d'ailleurs à l'écran. Là, je sais pas si à la caméra, ça a l'air très bon. D'ailleurs, on me dit qu'après l'entrevue, je vais pouvoir en déguster un peut-être. Qui sait si je fais bien mon travail. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Donc, si je comprends bien, c'est toi, Maïka, qui a parti l'entreprise il y a 3 ans environ. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné, je veux dire, ça te tentait pas de travailler, je sais pas, là, dans une banque ou, je sais pas, d'un camp de jour? Mais, tu sais, c'est bizarre, mais tu sais, quand on est au secondaire, on se cherche beaucoup, puis on veut vraiment comme avoir un titre exact de qu'est-ce qu'on va faire plus tard dans la vie. Puis je trouve ça vraiment difficile à choisir au secondaire quand on n'a aucune connaissance. Fait que vraiment, moi, je disais tout le temps que j'allais être entrepreneuse, mais tu sais, vraiment, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Là. Mais je l'ai tout le temps dit. Puis, quand j'ai été au cégep pour la première session, j'ai vu que, tu sais, comme l'école, ça n'a jamais été vraiment pour moi. Donc, j'ai pas continué la session, mais je me suis vraiment dirigée vers un côté entrepreneur qui était de faire des ménages. Donc, des ménages chez les gens parce que j'ai comme une petite passion propreté. Donc, j'ai commencé à mettre des petites cartes d'affaires, faire des publications Facebook. C'est sûr qu'avec notre âge, on a l'habitude aussi avec les réseaux sociaux. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Puis j'ai comme eu une grosse clientèle vraiment assez rapidement pendant l'été. Fait que je me déplaçais, je faisais des ménages, puis j'avais des familles, puis j'adorais ça. Jusqu'à temps, tu sais, où que j'ai eu un client qui m'a demandé des repas. Donc des repas traiteurs, là. Meal prep. Préparés d'avance, le meal prep. Pour ceux qui s'entraînent, là, souvent, ce qu'ils aiment, c'est que ça soit équilibré. Puis la façon que ça soit équilibré, c'est 30% de glucides, 30% de ci, ça. Un peu de exactement. Et puis, bon, il faut que ça soit calculé à la balance. Et puis, bon, Maïka, elle, ça y tentait de... Ouais, parce que j'étais comme dans l'entraînement aussi, là, fait que l'alimentation, ça m'intéressait à cause de ça. OK. Et là, Hugo, toi, t'es arrivé plus tard dans cette aventure-là. Donc, essentiellement... Comment ça s'est fignolé, tout ça? Ouais, donc moi, j'ai débuté dans la construction et dans les métros de Berry-UQAM. Et après seulement 3 mois... ça se peut que ça soit d'actualité. Underground! Ouais, exact. On part de loin, mais c'est ça, on part de creux. Et puis, essentiellement, on m'a promu chef d'équipe après seulement 3 mois. Puis par la suite, je savais même pas lire un plan. Après quelques mois d'expérience, ils m'ont conseillé d'aller suivre une formation qui, eux, me payaient. Donc, j'ai eu la chance d'aller aux études grâce à eux. Et puis, ça se faisait en ligne. Fait qu'à chaque fois qu'on avait une pause, au lieu d'aller à la bibliothèque, vu qu'on était comme en présentiel, j'allais aider Maïka. Et puis, de fil en aiguille, je donnais au-dessus de 40 heures semaine. Même les fins de semaine. Vu que... À cuisiner? À cuisiner, la restauration, à laver la vaisselle. Fait que la business, là, c'est vraiment de faire là, des choses à manger, de les packager, etc. Maintenant, j'ai quand même une question, parce que moi, je suis moi-même entrepreneur, je suis économiste, mais aussi entrepreneur, je veux dire, puis il y a quand même, quand t'es en business, un petit facteur qui s'appelle l'argent. Puis c'est pas donné à tout le monde. Non, mais tu sais, d'argent, là, il y a 20$ à la fois, mais de gérer une entreprise, les coûts de revient, les prix de facturation encaissés, je veux dire, c'est gérer une entreprise comme vous le faites. Tout ce volet-là, tout ce qui est monétaire, c'est plus moi qui s'en occupe. Puis Maïka, c'est vraiment la chef artistique. Elle, c'est le côté beau des choses. On sait qu'on mange avec les yeux et puis ça, c'est sa force absolue. Au tout début, Maïka, sur Instagram, était bien réputée. Elle prenait des belles photos et puis elle a juste, au lieu de se mettre en valeur, elle mettait en valeur des cupcakes. Fait que c'était comme naturel. Et puis de cette façon-là... simplement, autant que ça, on a réussi à aller chercher une plateforme et une audience aussi. Puis là, aujourd'hui, vous êtes ici avec moi. Là. Est-ce qu'il y a des cupcakes qui sont en train de se faire? Ou Ah oui, présentement, on a une pâtissière vraiment d'expertise qui travaille. Fait que vous avez des employés maintenant? Oui, c'est ça. Comment vous voyez ça, mettons, là, la suite? Là, allez-vous un jour remplacer, là, je sais pas, moi? C'est sûr que une entreprise, ça évolue tout le temps. Donc, il faut comme apprendre à laisser... se délaisser là, des tâches, mais c'est vraiment pas facile, t'sais. Surtout quand t'es entrepreneur, t'as quand même... Pas facile, genre pour l'ego? Mais non, c'est ça, t'sais, quand t'es entrepreneur, tu t'aimes ça contrôler tes choses, t'aimes ça te gérer toi-même, donc de plus avoir à gérer tes propres choses puis de le donner à quelqu'un que tu sais pas comment elle va le faire,
ça cause un peu d'anxiété, mais ça tu se le peaufine gères. à travers le temps. C'est ça, ça s'apprend. C'est pas du jour au lendemain que tu laisses un employé seul, il faut lui montrer. Fait que vous avez des employés qui travaillent pour vous, qui préparent la nourriture et qui... En ce moment même, on est ouvert. Là. OK. Puis là, la livraison, c'est vous qui assumez ça ou il y a aussi comme un service? Ben, là, dépendamment. Tu disais Sherbrooke, là, c'est pas la porte à côté. Dépendamment, si c'est dans un rayon de entre 15 à 20 km, on a une voiturette de livraison. OK. Donc, c'est moi-même qui la conduis, vu que c'est relativement assez proche. Mais quand c'est plus éloigné, on fait affaire avec... lui est à son compte, là, et puis lui, il arrive avec sa petite fourgonnette. Un monsieur, puis... C'est ça, puis il charge au kilomètre. Donc, de cette façon-là, on se libère. Puis vous le refacturez au client. Ben, non, nous, c'est pas notre but, là, vraiment. Notre marque de commerce, c'est livraison gratuite. OK, je comprends. Puis là, je repose la question, là, si je vous réinvite, là, mettons, on est en 2025, là, je vous réinvite en 2030, là, ça va ressembler à quoi à l'art traiteur là, dans 5 ans? Ben, c'est sûr que... Un empire multinational? Ben, je vais dire le secret. Et vous ouvrirez Québec, peut-être, là, je sais pas. Nous, essentiellement, on se base sur déjà un concept qui existe, et ça s'appelle la cuisine centralisée. Donc, en fait, on recherche un pied carré moins coûteux pour avoir une production qui est plus optimisée aussi dans un espace qui est adapté selon nos besoins. Et puis, par la suite, on ouvrirait des petits pignons pour justement que ces pignons-là subviendraient à leurs propres besoins, surtout la devanture. Mais tout pignon, ce qui est là, tu vous parlez B2C. Là, oui, B2C, exactement. Ça, le volet, parce que le C, le customer, lui, c'est lui qui fait notre publicité, c'est lui qui en parle, c'est lui qui goûte, c'est lui qui c'est notre meilleur client qu'on pourrait pas avoir parce que c'est grâce à lui qu'on est rendu ici. Mais pour de vrai, tu sais, comme en étant jeune entrepreneur, ça fait que ta vision des choses, elle peut devenir vraiment grande parce qu'on a encore beaucoup de temps. Fait que c'est sûr que si tu me dis en 2030, moi, je me vois dans les épiceries avec des produits commercialisés, puis je me vois avec une chaîne de traiteurs. OK. Bon, question que tout le monde doit se poser, là, puis je sais pas pour vous minimiser, mais tu sais, t'arrives avec un entrepreneur de 17-18 ans qui dit « Je vais faire ton service traiteur pour ton événement ou pour ta compagnie ». Avez-vous eu du pushback face à votre âge, des gens qui disent « Ah, ben là, vous êtes des jeunes. » Non, contrairement, c'est tout du ça, support qu'on marche bien. reçoit. Ah ouais, OK, très bien. Puis essentiellement, c'est sûr que là, ça fait 3 ans, puis des événements, on doit en avoir fait au moins un millier. Là. OK. Donc, c'est sûr que juste grâce à nos photos, nos références, nos avis Google, ça fait qu'on a un certain background qui pousse à ce que, on voit qu'on... Ouais, mais j'ai quand même l'impression que, ça peut repousser certaines personnes qui ont de l'expérience dans le traiteur, des gens de l'événementiel. Ah oui, bien sûr. Et tout, peut-être qu'ils vont moins faire affaire avec nous parce qu'ils se disent qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. Mais au contraire, nous, on veut donner le meilleur de notre... on veut donner notre 100%. On cherche à impressionner. Là, c'était un peu ma prochaine question, Maïka. Là. Il y a comme un... Je suis parti moi-même à beaucoup d'événements dans une année. Il y a comme un establishment. Là. Je veux pas nommer de nom, là, mais des traiteurs, il y en a qui sont bien établis. Oui, des fois, ils ont même le monopole de certains hôtels ou de certains types d'événements. Comment ils voient ça arriver, là, 2 gamins là, qui soudainement les déplacent, font des offres un peu agressives. Ça doit pas leur faire toujours plaisir, j'imagine. Ben, ça fait la concurrence, moi je pense que c'est une bonne chose parce qu'au final ça pousse le développement, puis ça pousse l'originalité, puis ça pousse à offrir plus de produits, plus. Moi je pense que la compétition c'est génial. De notre côté à nous. De votre côté, j'imagine que oui, mais si t'es là depuis 30 ans, que tu fais des millions de chiffres d'affaires, puis que mais vous avez pas eu là il y a pas eu de lutte ouverte là avec des joueurs établis. Dans notre propre ville là, bon, on s'entend que il y a certains commerces qu'on faisait la même offre là, on offrait la même chose et puis bon, on s'est jamais vraiment parlé, mais de là avoir des flamèches, non. On se parlait pas. Mais ça reste que nos services sont vraiment plus raffinés, c'est ça, en fait, c'est de l'art culinaire. Là. Ouais, c'est bien. Donc, on est vraiment pas pareil comme un traiteur qui sert des petits sandwichs pas de croûte aux œufs. Là. Je comprends. Vous faites pas d'enterrement? Non, oui, on peut, mais plus raffiné. Je blague. Vous êtes jeune, mais quand même 3 ans d'expérience. L'entreprise semble bien fonctionner. Puis bon, la preuve, c'est que vous êtes dans les médias. On vous écoute, on vous lit, on vous invite. C'est peut-être un peu présomptueux, mais avez-vous des conseils que vous donneriez, mettons, à des jeunes de 15-16 ans? Tu disais, Maïka, tu étais au secondaire, tu te cherchais, tu savais pas où aller. Qu'est-ce que tu dirais à la Maïka d'il y a 5 ans, mettons? Là, c'est quoi les conseils que tu aurais à donner? Sincèrement, c'est vraiment d'écouter sa petite voix, de suivre sa passion, de trouver une passion qu'on aime. Puis ça reste que quand tu suis ta passion, c'est facile à travailler chaque jour et à faire la même chose parce que t'aimes ce que tu fais. C'est pas nécessairement des études qui vont t'amener à avoir beaucoup d'argent, qui vont te rendre heureuse. Là, il faut que tu trouves quelque chose de niché puis que tu développes autour de ça. Je peux mettre une petite parenthèse aussi.
combien de fois on entend les jeunes sont rien que bons sur le téléphone, puis mais le téléphone, nous, on l'utilise à notre avantage. Puis c'est ce que je dis aux jeunes, ce qui nous compare de la génération d'avant nous, c'est qu'ils sont pas aussi habiles. Puis le fait qu'on soit habile, c'est qu'on est capable... C'est de moi que tu parles? Non, mais dans le sens que... Non, je sais. Mais j'ai 40 ans quand même, je suis la génération d'avant vous. Mais c'est vrai, puis bon, souvent on se le fait même reprocher qu'on est tous sur le téléphone, mais si on est capable de l'utiliser à notre avantage, ça nous donne une avance considérable, je crois, puis ça fait qu'on est capable de combattre des traiteurs que ça fait 20 ans qu'ils sont là, mais qui sont pas à l'aise ces réseaux. Je comprends. C'est quoi le truc dont vous êtes le plus fier à date depuis que vous avez créé l'entreprise? Sincèrement, moi, ça serait d'avoir été encouragé par les villes. Les villes qui nous soutiennent quand même assez beaucoup. Vous dites que vous êtes sur la Rive-Sud, essentiellement. Là, fait qu'il y a des différentes municipalités qui ont été vos clients, qui vous ont encouragé. Ça. Mais le plus gros, tu sais, moi, sincèrement, c'est d'avoir commencé avec 100 $, tu sais. Puis vraiment de m'avoir débrouillé avec 100 $. Started from the bottom, now we're here, là, un peu. Ouais, c'est ça, vraiment. On reste quand même tout à fait humble, là, et puis, tu sais, il n'y a rien d'encore... c'est pas Oui, on se fait dire un empire, là, dans Rouge FM, mais je crois que l'empire est encore à construire. Ce n'est que le début, bien sûr. Et puis, ça ressemble à ça. Vraiment intéressant. Maïka Allard, Hugo Paiement, je rappelle que vous êtes donc les fondateur. Ouais, moi, je suis la fondatrice, copropriétaire. Propriétaire de Allard Traiteur sur la Rive-Sud. De la Rive-Sud à Sherbrooke. Montréal? Ouais, on le fait. De Montréal à Sherbrooke, c'est quand même un bon territoire. Si vous avez des besoins à la maison de traiteurs, n'hésitez pas à leur donner un coup de fil ou à visiter leur site web ou l'un de leurs nombreux posts sur les médias sociaux. On retrouvera peut-être même ma face à quelque part là-dedans. Merci d'être venu en studio, chers amis. Merci beaucoup, un plaisir. Merci énormément. À bientôt. Un flux sans interférence. Pour une écoute plus que rentable. Prends pas ça pour du cash. C'est apparu dans mon feed Facebook au cours des derniers jours, un entrepreneur qui, en l'occurrence, que j'ai eu la chance de croiser là, ces dernières années, Jérémy Savoie, qui s'est lancé un défi sportif un peu particulier de courir de Montréal à Québec non-stop. Franchement, j'ai déjà couru de Québec à Montréal dans le cadre d'une levée de fonds, mais on était en équipe de 6, puis on se relayait, puis on dormait. Et ça avait été quand même difficile. Je m'imagine absolument pas faire ce qu'il a accompli. Jérémy Savoie est avec nous. Salut, Jérémy. Hey, merci, Francis. Est-ce que j'ai bien résumé la chose? Ouais, c'est exactement ça. Dans le fond, il y a eu un départ vendredi dernier sur le belvédère du Mont-Royal. Et puis, il y a eu une arrivée à Québec dimanche soir au Château Frontenac sans arrêt. Je sais même pas quelle question te poser, là. Why? Pourquoi tu décidé de faire ça? Ça t'est venu spontanément? Tu t'ennuyais vendredi matin? Tu t'es dit, je vais mettre mes baskets, je vais partir? Non, mais blague à part, parle-nous un peu de la genèse de l'idée du projet puis de sa réalisation. Ouais, ben dans le fond, ça a toujours été mon objectif. Faut souligner aussi qu'il y a eu une levée de fonds effectuée avec pour la Fondation Enfants Soleil. Et puis j'étais partenaire avec eux et ça fait un certain temps, dans le fond, que j'effectue des courses de longue distance. Et puis le défi de faire Montréal-Québec me trottait en tête, si on veut, depuis un certain moment. Et puis je me suis dit que de le faire en hiver, ça allait donner l'histoire parfaite. Il y a aucune autre course qui se réalise justement d'une certaine distance comme ça et ça avait jamais été réalisé auparavant. De faire Montréal-Québec, surtout en hiver. Donc, je me suis dit, c'est exactement le type de défi que je veux me lancer personnellement pour voir jusqu'à où je suis capable d'aller. Et puis, évidemment, il y a eu une levée de fonds qui a été effectuée avec Enfants Soleil, qui a été totalement une réussite. On a plus que doublé l'objectif initial, en fait, en moins de quasiment les 6 dernières heures de la course, quand j'étais rendu dans environ le coin de Port-Neuf.
Et puis, non, ça a été un succès sur toute la ligne. Et donc, l'idée était d'atteindre ou d'accomplir là, cette espèce d'exploit, là, si je veux. Donc, tu as décidé de t'associer à cette cause. Combien de temps ça prend là, se préparer pour courir 300 km, lever des fonds, puis tu sais, il y a tout le côté marketing, évidemment, derrière ça. Explique-nous un petit peu comment tu t'y es pris pour préparer là, ces 48 heures-là. Ouais, exact. Ben dans le fond, ça a été, tu sais, ça fait un certain moment. Moi, ça fait depuis l'été 2023 que je cours des longues distances. Donc, on peut dire que c'est de là qu'a débuté la préparation, même si c'est pas pour cette course-là. Mais sinon, pour cette course-là spécifiquement, c'est depuis décembre. Fait que décembre 2024, donc moins de 3 mois. Mais je partais pas de rien, pour être honnête. Donc, j'avais déjà réalisé plus de 250 km ailleurs. Mais bon, tu sais, oui, ça a été un certain défi. Puis, tu sais, au bout de la ligne, ça a été beaucoup plus long que prévu, dû à la température. Tu sais, ça a été 318 km en 56 heures. Donc, ça a été la température a mis beaucoup de freins à la vitesse, surtout dans la première nuit avec la tempête de neige, ça a été tout un challenge. Et puis la deuxième, dans laquelle j'ai eu des températures ressenties à moins 35 dans les champs de Sainte-Anne-de-la-Pérade, donc au grand vent, ça a été assez difficile. Donc, c'est beaucoup de préparation, mais surtout de la préparation mentale. Y a-tu un moment où tu t'es dit, là, ouais, maybe not. T'as-tu une hésitation, je sais pas, à 164 km à un moment donné? Hein? Non, ça, j'étais environ à Trois-Rivières, donc au moins ça me donnait un peu de vie, tu sais, autour de moi après avoir été dans les champs pendant un méchant bout. Ouais. Non, je te dirais que les moments les plus difficiles ont été justement dans la deuxième nuit, dans l'espèce de secteur entre Trois-Rivières et Québec. Donc, des petits villages comme Batiscan, Saint-Anne-de-la-Pérade, où il me restait encore un 100 km à faire. Ça faisait déjà plus de 40 heures que je courais. Il faisait froid, je commençais à avoir mal aux genoux, mal aux pieds. Donc, à ce moment-là a été le moment marquant, si on veut, le plus difficile de la course. Ça fait maintenant quelques jours là, que tu as terminé cet exploit-là. Combien ça prend de temps après là, avoir couru 56 heures et 318 km à reprendre une vie normale, à aller prendre un café au Starbucks, à regagner un rythme de sommeil et de travail normal? Pour être honnête avec toi, j'ai effectué mes premiers pas ce matin. Juste pour dire aux auditeurs, on est jeudi, là, ça fait 4 jours, donc grosso modo, c'est ça? Ouais. Exact, c'est ça. Donc, j'avais encore énormément mal aux genoux. Ça a été ça le pire. Les pieds enflés également. Donc, ça, je suis assez content ce matin. Mais non, sinon, selon moi, environ une semaine. Faut pas oublier aussi que je suis assez jeune. Donc, j'ai pas le rythme de récupération de personnes qui sont un peu plus âgées. C'est un peu plus rapide. Donc, ça c'est à mon avantage. Mais c'est quand même au moins une semaine facile. Là. Mais là, ça va déjà beaucoup mieux. OK. Et là, donc, j'aimerais un peu t'entendre, parce que là, as-tu couru seul? T'es-tu accompagné? Est-ce qu'il y avait comme une voiture qui te suivait? Comment tu fais pour te nourrir? Explique-nous un peu, là, tu sais, encore une fois, vraiment l'aspect très logistique là, d'une séquence comme celle-là. Ouais, ben dans le fond, je suis parti et puis pour la portion de l'île de Montréal, j'avais une caravane qui me suivait à certains endroits précis. Donc, exemple, aux 10 km, je faisais un arrêt pour se nourrir, pour s'hydrater. Évidemment, c'est important dans une course d'une si longtemps. Et puis par la suite, à la sortie de Montréal, pour aller vers Repentigny, il était déjà assez tard. Donc,
à ce moment-là, j'ai eu un auto qui me suivait, justement, cette même caravane-là, qui m'a suivi derrière moi, quasiment jusqu'à la fin de la course, pour des raisons de sécurité, parce qu'on était aussi à 138. Ouais. Donc, les autos passent quand même vite à côté, avec la neige et tout. Donc, on voulait éviter tout accident. Donc, j'ai eu un auto qui me suivait et puis je faisais des petits arrêts pour m'hydrater et pour m'alimenter environ aux 6 à 7 kilomètres. Donc, c'était comme des mini objectifs à court terme. Puis ça, c'est environ à chaque heure et quart. Et puis, ça me permettait de justement, c'est ça, me réchauffer, m'hydrater et m'alimenter à travers la course. Il y a quand même tout un historique au Canada, là, depuis Terry Fox, là, de courir là, de manière un peu déraisonnable de très longue distance. Bon, dans le cas de Terry Fox, c'était un marathon par jour là, pendant 145 jours de mémoire. Plus près de nous, là, il y a récemment Jay du Temple là, qui a fait le Canada de bout en bout, à moitié à pied, à moitié à vélo. Sébastien Sasseville aussi qui avait levé des fonds. Comment est-ce que tu t'inscris un petit peu dans cette continuité là, des grands exploits pan-canadiens, Jérémy? C'est une bonne question, justement. L'exploit de Jay du Temple, je l'avais suivi et puis c'est certain que ça m'avait grandement inspiré. Ça fait un certain moment que je pense à faire ce défi-là. Et puis quand j'avais vu celui de Jay du Temple, je me suis dit, bon, ben, faut que je me lance, puis faut vraiment que je fasse un exploit de ce genre-là, moi aussi. Mais non, c'est certain, je suis extrêmement content de l'exploit sportif qui a été réalisé en tant que tel. Moi, je le disais souvent, puis la raison première pourquoi je le faisais, c'est redéfinir l'impossible. Et puis moi, je trouve que c'est une très bonne manière de le dire, qui est que pour la plupart du monde, c'est un défi qui peut sembler impossible à réaliser pour monsieur, madame, tout le monde, mais mon objectif, c'est justement de redéfinir la définition du mot impossible. Puis tout est possible de réaliser quand on veut vraiment. Et puis non, je suis très content de la tournure, surtout de la levée de fonds. L'exploit sportif, c'est quelque chose que je vais me rappeler pendant le reste de mes jours, c'est certain. C'est très, très intéressant. Combien avez-vous donné d'argent finalement avec tout ça? L'objectif initial était de 15 000 $. J'ai commencé la course vendredi. J'étais à environ 8 500. Et puis, j'ai terminé dimanche soir à environ 31 500. Ah oui, OK, quand même. Puis tout ça va être donc donné à Opération Enfant Soleil, c'est ce que j'ai compris? Exactement, ouais. As-tu d'autres projets mon régisseur depuis tantôt me fait des trucs là, un peu locaux là, en t'écoutant. As-tu d'autres projets de grande folie dans les cartons, hein, Jérémy, ou est-ce que tu es trop fatigué pour y penser? Non, c'est certain. Tu penses tout le temps au prochain. J'aime ça dire what's next. Ouais, c'est ça. Tu es toujours en train de penser au prochain projet. C'est sûr qu'avec mon emploi de tous les jours, je suis assez occupé là-dedans aussi. Puis là, je vais essayer de vraiment me focusser là-dessus pour cet été. Mais oui, j'ai des courses de type dernier survivant, dans lesquels je souhaite m'inscrire, donc des backyard ultra, qui est de courir jusqu'à temps qu'il reste une personne en vie. Ça, c'est un type de course que je suis bon dedans. Rassure-moi, là, c'est en vie au sens figuré. Il y a personne ne meurt. Hein? Non, c'est courir jusqu'à l'abandon, d'abord. Si on veut dire ça comme ça. Et puis, non, sinon ça, je suis déjà inscrit à des courses comme ça cet été. J'en avais déjà fait 2 l'année dernière que j'avais remporté les 2. Mais cet été, justement, ça va être mon focus niveau sportif. Sinon, en termes de défis, si on veut dire non organisés dans lequel moi, j'ai créé, ça, j'en ai pas en tête présentement, mais j'ai tellement aimé l'expérience du week-end dernier et l'impact que ça a eu surtout, que c'est certain que je vais trouver d'autres idées pour essayer de répliquer ce type ça deviendra peut-être un rendez-vous annuel. Qui sait, tout est possible quand on repousse l'impossible. Jérémy Savoie, merci beaucoup d'avoir été avec nous à l'émission. On va évidemment suivre tes prochains projets et tes prochaines aventures avec le plus grand intérêt. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. Le seul duo qui vous redonne vraiment la monnaie de votre pièce.
Merci d'avoir été à l'écoute, chers amis. C'était un plaisir, comme toujours, d'animer l'émission et évidemment recevoir vos commentaires par la suite. Je réitère que vous pouvez nous écrire studio@cube.radio ou encore directement sur les médias sociaux, Facebook, X, Blue Sky, LinkedIn, directement par courriel. Donc, faites-nous part de vos commentaires. N'hésitez pas à revenir vers nous. C'est toujours un grand plaisir d'avoir un peu de feedback. Sans quoi, on se retrouve la semaine prochaine, même place, même heure, pour une prochaine émission. Prends pas ça pour du cash. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.